Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve comme chaque dernier mardi du mois avec l'épisode interview. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie Virginie. Bienvenue Virginie, comment tu vas? Très bien, merci de m'avoir accueilli dans ton podcast. Mais avec grand plaisir. On va parler d'un sujet que tu connais bien et qui peut un peu avoir, pas forcément à premier abord de lien avec la santé et la digestion, et qui pourtant a un très très fort lien. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais te présenter. Je vais essayer de faire ça du mieux possible. Et comme ça, tu pourras dire après si j'ai tout bien dit, si j'ai rien oublié, si ça te paraît complet. Mais voilà, je trouve ça un peu plus sympa si c'est moi qui te présente. Donc Virginie, tu es coach pour Atypique. Donc tu vas nous expliquer un peu plus en détail, mais en gros, c'est a priori des profils hypersensibles, au potentiel et ou multipotentiels. Tu proposes des accompagnements individuels et des formations en ligne pour justement permettre aux profils atypiques de mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'accepter. Et tu fais aussi passer un test de douance pour celles et ceux qui voudraient justement en savoir un petit peu plus, y voir un peu plus clair sur leur profil. Voilà, est-ce que ça te paraît à peu près complet? Tout à fait. Bon, super, très bien. Et ben déjà, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler un peu la base de la base et nous rappeler un petit peu ce que c'est que l'atypie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mots qui sont employés justement sur un peu ces profils atypiques et c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous le définir, bah, déjà aussi comme toi un peu tu l'entends, voilà, Oui, nous expliquer un peu tout ça. oui, c'est ça, parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce domaine-là, c'est que, alors il y a un vrai effet de mode, hein, on ne peut pas le cacher. Ça a commencé avec l'hypersensibilité, et là, depuis quelques années, ça continue avec le HPI. Et donc, on en entend parler de manière parfois un peu mélangée, floue ou carrément déformée. Donc, quand on parle d'atypie, moi je parle de neuroatypie, et donc dans le tas, Mhm. dans le regroupement, on parle souvent de haut potentiel intellectuel, d'hypersensibilité, de TDAH, donc ça c'est trouble de l'attention, enfin trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On Mhm. parle souvent aussi de TSA pour trouble du spectre autistique. Et on va mettre aussi les troubles d'apprentissage de type 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc., etc. Donc, ce sont des personnes qui ont un fonctionnement voilà, cognitif et neuronal différent. Donc, certains sont des troubles, hein, TDAH, TSA, troubles des apprentissages. D'autres sont des fonctionnements cognitifs, c'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie comme l'hypersensibilité et le HPI. Mhm. Après, donc pour brosser rapidement un tableau de chaque, donc les personnes hautement sensibles, on parle aussi de haute sensibilité, vont être des personnes qui vont avoir euh, comment dire, des émotions très intenses, d'une part, et en général combinées avec des hyperesthésies, c'est-à-dire qu'elles ressentent plus de choses de par tous leurs sens, et avec parfois la difficulté d'avoir des émotions ou des sens qui les submergent. Euh, Mhm. donc des difficultés à communiquer et accueillir leurs émotions. Mhm.
Voilà un peu. Mais c'est aussi, voilà, il y a des atouts aussi à ça, c'est que ce sont des personnes qui ont une capacité à s'émerveiller plus facilement des choses, qui ont cet instinct pour comprendre ce dont les autres ont besoin, donc vont être assez forts dans l'harmonie d'une équipe, par exemple. Mhm. Ouais. Voilà. Le haut potentiel intellectuel, donc souvent les gens gardent juste le I de intellectuel. Et c'est vrai qu'il y a une définition très académique, très, comment dire, un peu figée de ben, HPI, c'est un QI au-dessus de 130. Et de plus en plus, on commence à entendre d'autres voix qui parlent d'une vision du HPI qui est plus développementale, c'est-à-dire qu'il y a aussi des caractéristiques dans leur façon d'être au monde avec bah, une recherche de sens accrue, c'est-à-dire que tous les jours, presque, il y a besoin de savoir pourquoi on fait les choses, si ça a du sens, si ça va dans le sens de ce qui est important pour eux dans leur vie, voilà, ce besoin de contribuer au monde. Voilà, en quelques mots, ça peut être Mhm. ça. Ça se traduit aussi dans les IRM par souvent des pensées plus rapides, plus efficaces, en général une meilleure mémoire, mais c'est pas toujours le cas parce que on peut combiner plusieurs aspects de neurodiversité. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Du coup, c'est des profils qui peuvent être parfois, on peut avoir juste on va dire, une branche d'un des profils dont tu as décrit, mais on peut aussi, il peut y avoir des choses aussi, j'imagine que ça arrive souvent, des choses interconnectées où on a un peu plusieurs profils qui se mélangent. Ouais, et c'est là où ça commence à devenir plus compliqué de euh, diagnostiquer pour les troubles ou d'identifier pour la haute sensibilité, le haut potentiel intellectuel. Je vais y arriver. Et parce que certains troubles peuvent masquer, par exemple, le HPI, ou le HPI peut masquer le trouble. Et donc, on ne va pas voir tout de suite qu'il y a, par exemple, un TDAH derrière une personne qui a des grandes capacités cognitives. Et pourtant, ça va se ressentir au niveau attentionnel. Au bout d'un moment, en fait, la personne va être plus vite fatiguée que d'autres pour organiser sur une conversation, etc., etc. Est-ce que je vais plus loin sur les définitions des troubles de l'attention Écoute, je pense que tu peux y aller parce que c'est vrai que je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont plutôt vers le profil hypersensible ou hautement sensible. Ça, c'est quasiment sûr parce que j'ai beaucoup de messages en général de personnes dès que j'aborde le sujet qui se sentent vraiment concernées, ce qui est tout à fait logique, hein, on va l'évoquer Oui. après, mais il y a quand même un certain lien entre l'hypersensibilité et les soucis un peu de digestion, qui est plutôt ce qui concerne effectivement les personnes qui nous écoutent. Mais je trouve que c'est toujours intéressant, effectivement, d'expliquer. Et en plus, même au-delà du lien avec la digestion, c'est vrai que c'est des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment. Comme tu le dis, il y a certainement, effectivement, un effet de mode. Mais du coup, c'est intéressant, je pense aussi, pour les personnes qui nous écoutent, de comprendre un peu les différences. Donc, n'hésite Oui. pas, effectivement, à nous expliquer un peu tout ça. Ouais. Oui, alors du coup, le TDAH, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, il y a trois marqueurs. Il va y avoir l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Et donc, l'hyperactivité n'est pas toujours présente. Assez traditionnellement, c'est plutôt chez les garçons qu'on voit de l'hyperactivité et plutôt chez les filles de l'inattention. Quoique, paraît-il que de plus en plus, les filles peuvent exprimer ces troubles-là sous forme d'hyperactivité aussi maintenant, comme si en gros on les avait un peu autorisés. Oui. Euh, et comme pour le HPI, les filles sont moins identifiées, moins diagnostiquées que les garçons, parce qu'elles dérangent moins, parce qu'elles sont très adaptées. Ouais. En tout cas, jusqu'ici, c'était beaucoup le cas. Et par exemple, dans les années 80, c'était une fille pour cinq garçons qui étaient identifiés, enfin diagnostiqués TDAH. Aujourd'hui, on est à quand même trois filles pour cinq garçons, donc il y a encore un léger décalage. Et a Mhm. priori, normalement, ça devrait être un pour un. Oui, ça touche pas forcément plutôt les hommes ou les femmes. C'est plus que peut-être au niveau du diagnostic, c'est là où effectivement, j'avais entendu effectivement que parfois les filles ont tendance à plus venir consulter une fois qu'elles sont adultes, où elles se disent ah mais en fait effectivement il y a peut-être quelque chose parce que comme tu dis dans l'enfance elles se sont un peu adaptées et elles se sont un peu mises dans les Oui. cases et du coup c'est vrai que ça retarde aussi forcément le diagnostic. Mm. Alors après, je pense qu'il y a aussi une démarche dans le monde du développement personnel, il y a quand même beaucoup plus de femmes en plus. Mhm.
Et c'est vrai que moi, pour les bilans de douance, c'est 90% de femmes, hein. Ouais. Là, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'hommes. J'en ai plus en coaching, tu vois. Bah. En bilan de douance, ça, c'est beaucoup les femmes. Et le TDAH, donc il va y avoir une composante inattention, le fait d'être très rêveur, d'être dans la lune, de perdre des objets, d'oublier de payer ses factures, ce genre de choses. On dit que c'est du TDAH parce que ça peut arriver un peu à tout le monde quand il y a un vrai impact dans le quotidien. C'est-à-dire que au point où on est obligé de payer des indemnités de retard. Enfin voilà, qu'on va vraiment avoir des soucis parce qu'il y a une forme de vraiment de bah, c'est un boulet quoi. Ça empêche de vivre correctement. Ouais. Sur le côté impulsivité, on va le reconnaître chez les personnes qui n'arrivent pas à attendre leur tour pour parler, vont couper la parole, vont pas réussir à attendre leur tour dans une file Mm. au marché ou chez les enfants pour faire de la balançoire ou je ne sais quoi. Voilà. Et Mhm. puis, dans le côté impulsivité, il va y avoir des problématiques de régulation émotionnelle. Et c'est là où on peut retrouver une composante de la haute sensibilité. Une haute sensibilité qui n'est pas très connue, qui n'a pas été accueillie dans l'enfance, fait qu'à l'âge adulte, l'adulte ne sait toujours pas comment faire avec ses émotions et il va y avoir des débordements émotionnels et des problématiques de régulation émotionnelle. Donc voilà, déjà c'est là où on commence à avoir des choses qui se... Ouais. Voilà, l'inattention, ça va être aussi la difficulté, par exemple, de suivre un cours à l'école. Et là, les points communs qu'on peut voir avec le HPI, c'est que ben, une personne HPI, parfois, elle s'ennuie parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc, elle va avoir un peu le même comportement qu'un TDAH, à ne pas suivre le cours, sauf que bah, peut-être que le peu qu'elle a suivi, ça lui a servi à comprendre la notion et passer à autre chose. Un enfant TDAH, peut-être qu'il n'aura rien retenu du tout du fait Mm. de son inattention. Donc là aussi, il y a des recoupements, mais voilà, le TDAH, c'est quand même pas évident à diagnostiquer. Enfin, il faut regarder un peu dans toutes les sphères. Il faut que ça impacte plusieurs sphères et que ça a un vrai impact sur le quotidien pour pouvoir parler de TDAH, tout Mhm. en sachant que si on cumule, eh ben, par exemple, HPI et TDAH, ça va se montrer d'une autre manière qu'un simple TDAH. Ok. Et puis ensuite, on a donc les troubles du spectre autistique. Et ça, donc là, c'est un vrai spectre. C'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins, mais on peut cumuler HPI et troubles du spectre autistique. Et donc, ça fait des gens qui sont d'apparence, comment dire, tout à fait normale, on va dire, et qui vont avoir des problématiques, surtout au niveau de la communication, de comprendre les codes sociaux, parce que c'est pas du tout, enfin voilà, tout ce qui est implicite, c'est très compliqué pour eux. Donc, Mhm. ils vont apprendre avec leur HPI, ils vont presque capter ça, finir par apprendre et à s'adapter pour y arriver. Mais en fait, c'est lié à un décodage, donc il y a aussi une fatigabilité, etc., etc. Ok. Certains TSA sont très sensibles aussi et peuvent avoir du mal avec les toucher. Enfin, voilà, je connais certaines personnes qui ont un TSA qui ne supportent pas qu'on leur touche le bras, Mhm. s'approche trop d'eux. Ouais. Ok. Et pour finir, donc les troubles des apprentissages, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ça c'est vraiment, il y a comme un raté au niveau du cerveau qui fait que, par exemple, dans la dyscalculie, c'est compliqué de manipuler des chiffres. Ça va être compliqué de les remettre dans l'ordre, ça va être compliqué de compter, voilà, parce qu'il y a un vrai déficit à ce niveau-là. Mhm. En général, à l'âge adulte, TDAH et troubles 10 sont en général compensés. Il y a eu voilà, des choses qui font que ça devient moins difficile, mais ça ne disparaît jamais en fait. Ouais, c'est juste qu'on s'adapte et qu'on apprend à faire un peu différemment, mais ouais, ok. Et bah merci déjà pour toutes ces précisions. Effectivement, c'est complexe et en même temps c'est passionnant et en même temps je pense que
pour beaucoup de personnes qui écoutent, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se reconnaître un petit peu dans un peu tout ce que tu as dit, tu vois. Mais Mhm. comme tu l'as dit, effectivement, c'est particulièrement pour tout ce qui va être trouble. Là, ça devient vraiment le diagnostic peut être posé, surtout, j'imagine, quand ça devient vraiment problématique pour la personne et qu'il y a vraiment des répercussions sur le quotidien. Mais du coup, ça amène un peu ma question, enfin une question que je pense tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que toi, en tout cas, de ce que tu vois et par rapport à tes clients, etc., est-ce que tout le monde aujourd'hui est un peu atypique ou est-ce que c'est de par cet effet de mode, tu vois, on a tous l'impression un peu de se reconnaître, ah, un petit peu de ça, un petit peu de ça, ou est-ce que c'est juste que maintenant c'est peut-être plus diagnostiqué que ça l'était avant, ou est-ce qu'il y a vraiment une espèce de mouvement qui fait qu'aujourd'hui tout le monde devient un peu atypique? Comment tu vois les choses, toi, de ton point de vue, un peu, tu vois, tu Ouais. vois pas mal de gens sur le sujet, etc. Je pense qu'il y a au moins deux aspects. Il y a d'une part qu'on en parle plus, on comprend mieux, c'est démocratisé, vulgarisé, et donc on en entend plus parler un peu partout. Mais tu vois, moi, ça va faire 5 ans que je suis coach. Quand je me suis lancée il y a 5 ans, ce qui m'a poussée à accompagner les atypiques, c'est qu'on n'en entendait pas parler du tout. Ouais. Moi, j'ai découvert que j'étais HPI à 34 ans. Et j'ai eu l'impression d'un énorme gâchis. J'avais une vraie rage de ne pas avoir été identifiée plus tôt, de ne pas avoir pu comprendre ça de moi plus tôt. Mhm. Et en sachant que il n'y a rien de grave, voire même ça peut être carrément un atout d'être HPI et d'être hypersensible. Euh, Mhm. Sauf que je pensais aussi que je devais être comme les autres. Voilà. Donc, il y a le fait qu'on en parle beaucoup plus. C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'identification de HPI aujourd'hui et même de TDAH qu'il y a 10 ans. Donc, voilà, ça participe. Et d'un autre côté, je pense, j'espère, qu'il y a aussi un phénomène où le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, finalement, déployer son intelligence émotionnelle, euh, est de plus en plus courant. Je pense que ça commence à atteindre des sphères qui étaient jusque-là très, très réfractaires à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est clair. Voilà, quoi, il y a un monde à l'intérieur, on a droit d'en parler, on peut changer les choses à l'intérieur, c'est pas immuable Hmm. notre façon de penser. Enfin, moi, je viens d'un monde comme ça, hein. Avant mes 30 ans, mes émotions, c'était juste horrible, il fallait absolument que je les évite, et avec la croyance que je résoudrais tout par mon mental, Ouais. formation d'ingénieur. Ouais. Voilà, et donc je pense que de plus en plus, ça, c'est en train de bouger. Donc les gens sont plus en train de s'observer, ce qui est assez génial. Et effectivement, on peut reconnaître des choses, mais foncièrement, je ne crois pas que tout le monde soit atypique. Mhm. Ça va juste permettre d'autoriser des choses qu'avant, peut-être, on ne s'autorisait pas. Mais il y a clairement des questions d'intensité dans les différents profils. Moi, Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment en partie comme ça que je sais reconnaître une personne qui est hypersensible d'une personne qui serait au potentiel intellectuel. Il y a clairement des points communs, mais il y a vraiment une question d'intensité chez le haut potentiel intellectuel qui n'est pas du tout la même que chez la personne hypersensible. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est important justement bah, si on se reconnaît un peu dans l'un ou l'autre de ces profils, de pas hésiter justement à se faire accompagner pour éventuellement poser un diagnostic s'il s'agit vraiment d'un trouble ou poser un peu qui serait pas un diagnostic du coup, mais peut-être plus Justification, ouais. Ouais, c'est ça, un peu pour et surtout aider, comme tu le fais très bien, les personnes à mieux se comprendre, à mieux s'accepter et du coup bah, à mieux vivre en fait. Parce que c'est vrai que souvent ça peut être vécu quand même beaucoup comme un fardeau, parce que du coup il y a ce truc quand même un peu d'être différent Ouais. quel que soit le profil que l'on a. Et c'est vrai que ça aide beaucoup ouais, sur ça Oui, de c'est pas ça. rester seul. Moi, comme je le dis souvent, le but, c'est pas que tout le monde se fasse tester. Alors, en plus, ce que je fais passer, c'est pas vraiment un test, c'est un bilan d'exploration. Donc, le Mhm. but, c'est pas que tout le monde ait une étiquette sur le front, mais pour les personnes qui sont en souffrance, qui se posent des questions, qui ont la sensation d'être différentes, mais sont pas sûres. Moi, je le vois quasi quotidiennement, en tout cas chaque semaine, avec les tests de tolerance que je fais. Les personnes, rien que le fait d'avoir enfin une réponse, euh, le soulagement qu'elles ressentent,
Là, j'ai une cliente qui était très, très renfermée, qui s'était presque isolée de ne pas avoir réussi à trouver un environnement qui lui soit favorable et à son écoute. Elle s'est rendue compte à combien elle s'était isolée et voilà, en 3 semaines, parce que je fais le bilan, puis 3 semaines après, on fait une séance de suivi, elle me dit, bah ça y est, on a décidé, on déménage. On retourne à la ville. J'étais à la campagne, on retourne à la ville. Qu'est-ce que je me sens mieux maintenant que je sais que je suis hypersensible? Qu'est-ce que je me sens mieux d'être Hmm. entendue comme ça et que je ne sois pas seule avec ce truc-là à porter? Parce que souvent, ces personnes-là, elles sentent le décalage et elles pensent qu'elles sont le problème et elles Oui. s'autoflagellent. Voilà, l'idée, c'est que bah, tu puisses enfin te dire, mais en fait, c'est OK d'être comme ça. Juste, il faut que je change deux, trois trucs dans mon environnement pour que ça puisse correspondre avec qui je suis. Ouais, absolument. Et ça me fait vraiment penser justement pour faire ce parallèle entre les profils atypiques et la digestion. En fait, moi, c'est un petit peu la même chose quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui ont le syndrome de l'intestin irritable et Ouais. dont leur médecin leur a dit, ben, en fait, vous n'avez rien, puisqu'aux examens, vous n'avez rien. Donc, en fait, c'est dans votre tête. Alors là, je fais un peu un raccourci, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de médecins qui ont quand même ce discours-là aujourd'hui, de dire, bah, en fait, vu que eux n'y peuvent rien, parce qu'effectivement, au niveau de la médecine, c'est pas une maladie, donc il n'y a pas de traitement, mais du coup, ils sont pas forcément formés. C'est pas toujours de la mauvaise volonté ou de la méchanceté, c'est qu'ils sont pas forcément formés à accompagner, du coup, quand c'est pas une maladie. Mais du coup, ils disent à ces personnes, bah, vous n'avez rien, donc bah, je peux rien pour vous. Et du coup, moi, je retrouve des personnes qui, quand enfin on peut dire, ben oui, en fait, c'est un syndrome de l'intestin irritable, donc ça veut dire que c'est pas dans ta tête, c'est pas de ta faute, et il On existe peut des faire vraies quelque chose. solutions. C'est ça, on peut faire quelque chose, mais vraiment, c'est le soulagement intense parce que, ben voilà, c'est un peu un parallèle différent, mais c'est vrai que ces personnes-là, on leur dit aussi, bah en fait, vous êtes bizarre et je comprends pas pourquoi et je peux rien faire pour vous. Et en fait, si, du coup, il y a vraiment ce truc de soulagement, de se dire, si, en fait, tu n'es pas Ah. bizarre, juste, bah, tu fonctionnes différemment de plein de personnes pour X raisons. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est hyper important pour beaucoup de choses, hein, ouais, de pas de un peu se faire confiance aussi quand on sent qu'il y a quelque chose de différent, de pas se dire que c'est de notre faute ou qu'on est bizarre, ou mais d'essayer de trouver des solutions, de trouver des personnes avec qui vont nous aider aussi à comprendre. Et ça fait quand même vachement de bien, quoi. Ouais, ouais. Et ça peut prendre du temps, hein, tu vois. Mais, je viens d'un monde où c'était jamais grave ce que j'avais. Donc, Hmm. tu vois, mais quelle souffrance pour toutes ces personnes qui se posent des questions sur elles-mêmes, et puis souvent qui ont essayé plein de choses, hein, Ouais. et qui ont mis beaucoup d'énergie psychique et puis plein d'autres énergies, enfin voilà, à trouver des solutions pour être adéquates par rapport à ce que le monde attend de nous, enfin ce qu'on pense aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'introjections. Hmm. On pense que le monde attend de nous. Et puis, enfin voilà, soit on va essayer de faire ça tout seul et à un moment donné, on va, je lève la main, j'ai besoin d'aide. Et C'est ça, ça. c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah, c'est exactement ça avec, je trouve aussi avec le syndrome de l'intestin irritable, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est un tel handicap au quotidien qu'à un moment, ils ont besoin effectivement d'un peu d'une bouée de sauvetage. Mais du coup, ça me fait cette transition parfaite entre bah, du coup, les profils atypiques et les troubles digestifs. Est-ce que déjà, toi, parmi tes clients, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de profils atypiques qui ont un peu ce double combo, profil atypique et problème de digestion? oui, c'est assez courant. Je saurais pas te dire la proportion, mais c'est assez courant. Et ce qui est aussi assez courant, c'est le fait qu'ils somatisent. C'est-à-dire que Hmm. les émotions s'expriment par le corps. Voilà, je vais avoir mal à l'épaule, je vais avoir les épaules complètement crispées dès que je suis un peu stressée. D'autres, ça va être effectivement le ventre et une digestion accélérée. Enfin, voilà. Et ça arrive assez souvent. Moi, du coup, je travaille pas là-dessus, mais c'est quand même assez flagrant. Ouais. Surtout les profils, je dirais surtout les profils hypersensibles. Mhm. Donc, que tu sois HPI et hypersensible, juste hypersensible, tu as souvent des problématiques comme ça. Et je sais aussi, c'est très documenté, que les personnes avec des troubles du spectre autistique ont aussi souvent des problématiques au niveau digestif. Mhm. Et comment, est-ce que toi, tu as un peu une explication pour ça ou en tout cas, est-ce que
par rapport à tout ce que tu as appris, tu connais des atypiques, tu vois un peu des liens qui puissent expliquer justement pourquoi ils somatisent autant ou pourquoi il y a autant de Mm. problématiques corporelles en plus enfin, du profil, on va dire, atypique. Ouais, alors après, c'est pas ma spécialité, mais et donc je voudrais pas te dire de bêtises, mais c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que, enfin, et puis il y a quelques études quand même qui commencent à le démontrer qu'entre l'hypersensibilité et le microbiote, il y a des liens. Euh, Hmm. C'est-à-dire que, en fait, l'hypersensibilité peut générer un stress plus important, et le stress a un lien sur le microbiote. Ouais. Et je me rappelle, on en avait parlé ensemble, notamment du livre de Gabriel Perlemutter, Mhm. dans les intestins. Et il disait bien que chez les personnes hypersensibles, le microbiote était spécial au point de dire que bah, tout ce que je viens de vous expliquer pour améliorer votre digestion, bah, faut pas du tout faire ça pour les hypersensibles. Donc, Oui, c'est vrai. c'est quand même un fonctionnement particulier. Donc, quel est le lien entre le stress et le ventre? Pour moi, enfin, je trouve que la théorie polyvagale en parle bien, Mhm. en passant par, enfin, voilà, en expliquant comment fonctionne notre système nerveux autonome. Donc, ce système nerveux autonome, c'est comment on digère, enfin, ça gère la digestion, ça gère le sommeil, ça gère la respiration, voilà, tous ces fonctionnements dont on n'a pas besoin d'avoir conscience pour que notre corps vive. Et heureusement. Et voilà. Et on sait que le lien entre les deux, ben, c'est 80% des informations qui partent du ventre et qui remontent au cerveau. Mhm. Euh, voilà, on voit déjà qu'il y a un lien vraiment flagrant. Et le stress, c'est aussi quelque chose que notre système nerveux autonome capte, puisque une de ses propriétés, c'est d'aller, comment dire, scanner en permanence l'environnement pour savoir s'il y a une source de danger ou une source de sécurité autour de nous. Et ce stress est finalement une réponse de bah oui, il y a un danger. Et il va nous mettre dans un ou l'autre des états du système nerveux autonome. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer, je sais quand tu me l'avais expliqué, ça m'avait fasciné, un peu cette théorie polyvagale et un peu les différents états justement de ce système nerveux autonome en fonction des réactions qu'on peut avoir face effectivement à un danger. Donc cette théorie, c'est le docteur Stephen Porges qui en est à l'origine. C'est le fruit de recherches où ils ont découvert qu'en fait, dans le nerf vague, il y avait deux branches, d'où le polyvagal. Une Mhm. branche qui passe plus devant, donc la branche ventrale, et une branche qui passe plus derrière, la branche donc dorsale. Ce qui fait qu'avec le nerf sympathique, on a cette pédale d'accélération et de frein dans notre corps qui nous permet à tout moment de s'adapter à la situation. Donc, quand il faut courir, paf, notre nerf sympathique s'active, il met de l'énergie dans les jambes, et quand on doit être au repos, ben, voilà, ça freine, et on a ce qu'on appelle l'homéostasie. Mhm. Et tout ça est branché donc à une fonction du système nerveux autonome qui est la neuroception et qui capte en permanence les signes de danger, de sécurité autour de nous. En fonction de ça, il va nous mettre dans un état différent. Et donc les états sont appelés ventral, sympathique et dorsal du nom de la branche. Voilà, parce que ça active différents types d'endroits dans notre corps en fonction de ce qu'on ressent. Ils sont très longs, hein, c'est-à-dire le ventral, il passe devant, donc il est lié aussi aux intestins, etc. Mais il remonte jusqu'au visage. Donc pour commencer, comprendre l'état sympathique, c'est quand on va capter qu'il y a un danger autour de nous. C'est l'état de combat ou fuite. On Ok. connaît souvent ça. Voilà, tout ça, ces états, ils sont hérités chez les mammifères de enfin, voire millions d'années d'évolution, hein. Donc, Ouais. on a ça en commun avec tous les animaux. Quand il y a un fauve qui arrive dans la savane, la gazelle va se sauver. Elle fuit. Nous, dans notre quotidien, c'est quand notre chef débarque dans le bureau, euh, bon, bah, va pas pouvoir fuir, mais s'il commence à nous dire qu'on a fait du boulot de merde, ben, certains vont avoir le réflexe de dire mais pas du tout, de quoi tu parles, voilà, et voilà,
dans une forme d'agressivité. Mhm. Au quotidien, du coup, être dans un état sympathique, c'est souvent voilà, ressentir ce fameux stress, être toujours en retard. C'est une respiration, du coup, c'est lié à la respiration, qui est Ouais. très haute. Voilà, rien que d'en parler, moi, en général, je me sens déjà Ouais. l'état sympathique et s'activer. Donc, on est un peu essoufflé. Mhm. Euh, et, euh, et ça, ce qui est assez génial de comprendre, c'est que ça change aussi notre état d'esprit. C'est-à-dire que c'est là où ça envoie des informations à notre cerveau et on se retrouve dans un état où on est nous contre le reste du monde. Ok. Voilà. Donc les autres deviennent des ennemis potentiels et notre système va capter tous les signaux de danger. Ok. Waouh. Et on Ouais. va plus être forcément capable d'entendre les voix amies. Mhm. Ça va déformer notre réalité en fait. Voilà. Et donc on est dans un état. Moi je sais que je le retrouve. Dès que le matin, je commence à me dire, mince, il faut que je fasse ça, 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 ça. Voilà. Moi, c'est le hashtag je suis en retard. Ouais. Ok. Une cliente me disait, c'est le hashtag under pressure. C'est avec la chanson Mhm. Ouais. The Queen. des Queens. Voilà. Ça ressemble à ça. Et puis, ça fait souvent des personnes comme voilà, qui parlent très vite, tout d'un coup, qui parlent beaucoup, hein, voilà, qui sont très actifs. Hein, Ouais. Ok. ça foisonne. Et quand le danger est imminent, voire quasi mortel, là, on va tomber dans l'état dorsal. Donc là, c'est Mhm. euh, moins sympa. C'est un état de paralysie, de figement. C'est-à-dire que enfin, au niveau physiologique, notre cerveau va sécréter des opioïdes Mhm. on va moins ressentir physiquement les choses, on va moins sentir notre corps. En fait, c'est quand l'impala ou la gazelle s'est fait choper, niaquer le cou par le lion ou la lionne, le cerveau prépare le corps à mourir. Mhm. Donc, on va moins sentir la souffrance. Et donc, il y a cet aspect de paralysie dans les cas les plus forts, hein, parce que c'est des niveaux, hein, il y a pas, Ouais. on n'est pas direct Heureusement. paralysé. Heureusement. Voilà, c'est petit à petit, c'est cette impression de plus avoir aucune ressource, hein, Mhm. notre, état d'esprit, on a l'impression d'être seul au monde. Moi, je visualise sous la couette, là, comme dans une grotte, Ouais. à la fois, je veux plus que personne ne vienne me voir et en même temps, je me sens seule au monde. Ok. Voilà, il y a un Ouais. côté désespoir, je veux voir personne, mais en même temps, je suis toute seule au monde. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'aide quand même. Ouais, et le dorsal se manifeste aussi par du coup un état de confusion. Tu n'as pas la clarté sur ce que tu es en train de vivre. Ouais. Ça devient difficile de demander de l'aide. C'est à la fois difficile d'accéder à tes propres ressources et aussi de sentir, de visualiser ouais, que tu as besoin d'une aide extérieure. Ok. Hein, Mhm. c'est ça qui peut être un peu compliqué dans ces états-là. Ouais. Ça peut être, disons qu'un état dorsal, on va dire régulé, c'est-à-dire normal avec un petit peu de ventral, je vais vous expliquer après ce que c'est le ventral. C'est aussi quand tu vas faire une sieste, quand tu vas dormir, voilà, ça c'est normal. Mais un Mhm. état dorsal dérégulé, ça va jusqu'à l'immobilisation. Et c'est là où je vais souvent retrouver des clients qui veulent changer des choses dans leur vie et qui s'en sentent complètement incapables. Ben, en Mhm. fait, c'est parce que ce qu'ils vivent dans leur travail, c'est un tel danger pour leur psychisme qu'ils se retrouvent paralysés par rapport à ce qu'ils ont à faire. Mhm. Ok. Au niveau de la respiration, en général, c'est une respiration qui est quasiment bloquée, qui est très très Ok. courte, hein, comme si on était en apnée. Moi, je la reconnais Mhm. beaucoup comme ça. Je le reconnais comme ça, mon état dorsal. Ouais, on respire juste histoire de Ouais, survivre, mais c'est pas du tout des grandes respirations et c'est ouais, c'est vraiment très très superficiel et un peu bloqué quoi. voilà, exactement. Et donc, parfois, quand tu travailles avec des gens et que tu as un peu l'habitude d'être à l'écoute de ton corps et de tes ressentis, j'imagine que ça doit t'arriver d'avoir des clients qui sont comme ça, hein. Et toi, tu as juste envie de faire. Ouais, Alors, attendez, là, on va prendre une grande inspiration. oui, c'est ça. On se détend, on est dans un lieu sécurisé. Ouais, ouais, C'est ça. ouais. Parce qu'en fait, on perçoit, on peut percevoir les états du système nerveux autonome des personnes qui sont en face de nous. On a Oui. été conçu pour ça, hein, parce que la première cause de sécurité quand on est, c'est nos figures d'attachement. Hein, donc, Mhm. on doit savoir si nos figures d'attachement, elles sont sécures ou pas. Oui.
Ouais, ouais. Dans cette capacité. Et donc, après tout ça, heureusement, nous avons l'état ventral. Mhm. C'est cet état de joie, de sérénité, moi j'aime bien cette idée, on a la pleine possession de nos moyens. Vraiment, on a cette confiance, on a du courage, on a de la curiosité aussi, on peut explorer le monde parce que bah, c'est pas dangereux, donc on peut y aller. Ouais. On peut avoir la créativité. Et finalement, c'est le seul état dans lequel on est proprement connecté aux autres. Mhm. Là, on peut être voilà, connecté aux gens avec qui qu'on côtoie, notre famille, nos collègues. Voilà. Et donc, c'est vraiment un état, bah, c'est mieux d'être dans un état ventral. Ça a l'air plus sympathique, ouais. Voilà, quand on est thérapeute ou voilà, coach pour établir ce lien de sécurité et travailler avec quelqu'un. Mhm. Bien sûr, c'est aussi mieux dans la vie de tous les jours pour tout le monde d'être dans un état ventral, mais ça ne doit pas être l'apanage. C'est-à-dire, encore une fois, on ne cherche pas à être des moines bouddhistes, hein, parce que si ces états existent, c'est bien pour comment dire, s'ajuster en fonction de ce qu'on vit. Et donc, Mhm. c'est là où on va avoir, quand on a du sympathique avec un peu de ventral, on a du sympathique régulé, bah, ça va être les moments où on va faire du sport, c'est les moments où on va jouer avec ses enfants, on va créer des trucs au travail, on va avoir des projets, enfin voilà, on va être constructif. Et avoir du dorsal et du ventral, donc du dorsal régulé, c'est les moments aussi de proximité, ce qu'on appelle la proximité sécure, quand on prend son enfant dans les bras ou son conjoint, quand on va voilà, faire une sieste, voilà, tout ça. Voilà. Et donc à tout moment dans la journée, on va passer par ces trois états, mais plusieurs fois par jour. Mhm. Ouais, on a besoin des trois en fait. C'est vrai que vu comme ça, on se dit le dorsal, je veux surtout pas y être. Mais Ouais. finalement, c'est comme pour tout, mais on a besoin un peu des trois. Le problème, j'imagine, c'est quand on est en stress vraiment chronique et néfaste, où là, ça devient trop pesant et on a tendance à rester effectivement plutôt dans le sympathique et dans le dorsal et à être moins ou voire plus du tout dans le ventral. Donc c'est ça, il faut trouver un peu cet équilibre. Exactement. Et donc le ventral, c'est la conscience. Donc à partir du moment où tu commences à avoir conscience que tiens, tu es peut-être un petit peu trop dans le sympathique et tout le temps en train de faire des choses. Et enfin, voilà, les personnes qui sont, par exemple, euh, très maniaques, sans aucun jugement, hein, mais Mhm. pour à ranger leur maison, ben, en fait, c'est une forme de sympathique. Et ça peut être bien de s'interroger, de dire, mais pourquoi je suis toujours en train de ranger? Bon, j'imagine que ces personnes se posent la question. Voilà, et ben en fait, il y a peut-être une sensation de danger quelque part qui est ressentie d'une manière ou d'une autre. Et ça, donc ça peut être régulé ou ça peut être dérégulé. La problématique, c'est quand c'est dérégulé, effectivement. Et Ouais. là, ça peut être pas mal d'aller voir des thérapeutes qui connaissent et comprennent la théorie polyvagale pour trouver le moyen ben, de réguler tout ça. Ouais, ouais, absolument, parce que c'est exactement, je pense, le lien entre qu'on a déjà évoqué entre le stress et la digestion, où clairement le stress perturbe la digestion, c'est factuel en fait, c'est vraiment il se passe un truc au niveau physiologique, au niveau du corps, notamment sécrétion de cortisol, etc., qui perturbe vraiment la digestion. Donc en fait, c'est si on est tout le temps dans un système, une branche du système nerveux qui est effectivement en réaction ou qui est vraiment en lutte, et ben du coup la digestion, elle est fortement impactée. Alors, si c'est temporaire, il n'y a aucun problème, le corps, il sait faire. Mais quand Hein. ça devient effectivement quelque chose de Chronique. chronique, de quotidien, que c'est un peu notre mode par défaut, ben forcément, effectivement, la digestion, elle va être impactée à plein, plein de niveaux, quoi. Voilà, Donc, bah oui, parce que donc je parlais déjà de comment la respiration est impactée en fonction qu'on est dans le sympathique, dans le dorsal ou dans le ventral. ouais. Et dans le ventral, tu vas avoir des inspirations et expirations complètes. Enfin, c'est voilà, c'est fluide. Mais du coup, c'est la même chose pour la digestion. Quand tu es programmé pour fuir ou pour attaquer, ton corps, il met de côté la digestion, par Ben, c'est exemple. ça, c'est pas le moment. Donc là, c'est Voilà. pas, ouais. Et puis quand c'est sur le point de mourir, entre guillemets, que c'est dans un état de dorsal, la digestion, on s'en fout, hein. Ouais, c'est Ah, il faut clair. de côté. Eh Et ouais. tu vois, les personnes qui arrivent au burn-out, en général, ce qui se passe, c'est qu'elles sont très longtemps dans un sympathique, dans une forme de lutte. Mhm.
Et puis à un moment donné, le corps, il craque, il n'est plus en capacité de maintenir cet état sympathique et tu t'effondres dans un état dorsal. Ouais. Là où tu peux plus bouger, tu peux plus sortir de chez toi. Mhm. Et donc Ouais, pendant tout ce effectivement. temps, bah oui, la digestion, elle n'a pas dû être top, hein. Ben, c'est ça. Et en général, c'est vrai que c'est un des signes aussi du burn-out qui arrive. J'ai une amie notamment qui a fait un burn-out et qui disait que parmi tous les symptômes qu'elle avait, il y a vraiment sa digestion qui s'est complètement détraquée alors qu'elle avait jamais eu de problème de digestion avant. Et effectivement, ça, c'est un des signes qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, ça peut être autre chose que le stress, mais là, en l'occurrence, elle l'avait très bien identifié. C'était vraiment, voilà, en général, le sommeil se détraque, la digestion se détraque, tous les systèmes, en fait, se mettent un peu Complètement. à avoir comme des rayures sur un disque, quoi, et du coup, ça fonctionne moins bien. Alors, encore une fois, si c'est temporaire et que ça redevient normal, c'est OK, mais quand ça devient trop, il y a un moment, le corps lâche. Et est-ce que tu le vois, toi, avec tes clients, est-ce que tu as l'impression que justement, quand ils apprennent, grâce à ton accompagnement, notamment à mieux se connaître, s'accepter, comprendre comment ils fonctionnent et puis comprendre aussi ce qui leur fait du bien, ce qui est nécessaire pour eux, est-ce que tu as l'impression que au niveau symptômes, que ce soit digestion ou autre, tu as l'impression que ça s'améliore ou est-ce que ça prend peut-être plus de temps ou comment tu Mais alors, vois les choses? ouais, ça va être très fluctuant en fonction des clients. J'ai des personnes qui, au début du coaching, avaient des grosses problématiques de sommeil et ça va s'améliorer au fur et à mesure d'accepter bah, son fonctionnement différent, ses besoins spécifiques. En général, le stress diminue fortement. Mhm. Mais parfois, ça peut prendre plus de temps parce qu'il peut y avoir des causes sous-jacentes, il peut y avoir des traumas aussi Ouais. qui ont une influence, enfin, qui peuvent avoir une autre influence et se manifester d'une autre manière. Enfin, voilà, ça reste quand même complexe. Mais globalement, il y a quand même des grosses différences entre le début du coaching et la fin du coaching parce que les personnes, elles prennent conscience de leur fonctionnement, elles prennent la responsabilité de prendre soin de leurs besoins. Mhm. Donc, le stress diminue, elles arrivent à faire des choix qui sont plus alignés avec qui elles sont et ce dont elles ont besoin. Et clairement, voilà, ça change les Oui, choses, c'est ça change bénéfique, la quoi. C'est donne. clair, c'est bénéfique quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il y a un point aussi qui est important. Bon, déjà, effectivement, c'est jamais les problèmes de digestion, par exemple, c'est jamais lié à un seul facteur, enfin, ou rarement, sauf si vraiment, je sais pas, on a chopé un parasite ou que là, vraiment, c'est bon, il y a un fait sur lequel on peut jouer et après, tout se résout, ou presque. Mais en général, c'est déjà, c'est pas un seul facteur. Mais il y a aussi le fait que, ce que je répète souvent à mes clients, c'est que quand ils ont été dans cet état de stress chronique, de digestion perturbée, de symptômes divers et variés pendant des années, bah, Mm. effectivement, ça va pas se résoudre en une semaine ou en un mois. Et voilà, et parfois, ça peut prendre du temps parce qu'en fait, le corps, il s'est tellement habitué d'une certaine manière à fonctionner dans un mode un peu déséquilibré que ben en fait il va falloir aussi lui réapprendre à fonctionner différemment et ça peut effectivement prendre du temps. Et je sais que parfois, c'est un peu frustrant parce que on aimerait bien hein, que nos problèmes ils soient résolus en une nuit, une semaine ou un mois grand maximum. C'est On clair. a rarement envie de mettre en place des choses et que ça prenne des mois, des années. Ouais. Mais parfois, c'est la réalité. Et voilà, il faut comprendre que bah, ce qui s'est fait en plusieurs années, ça va pas se défaire en un clin d'œil. Mais Ouais. ça vaut le coup quand même de continuer. Et en plus, en général, on voit quand même des bénéfices au fur et à mesure. Ça se fait pas, il y a rien et puis du jour au lendemain, tout va mieux. Oui. En général, ça évolue. Donc, ça nous motive aussi quand même. Oui, et tu vois, enfin, ce qui me vient aussi, c'est de parler de la suradaptation. Les personnes qui ne sont pas au courant de leur atypie et qui essayent de la compenser, de la corriger pendant des années, parfois dès l'enfance, par eux-mêmes, ce qu'on appelle par exemple le syndrome du caméléon. Voilà, Mhm. ils essayent de masquer leurs différences. Ils sont donc dans une forme de suradaptation. L'adaptation, c'est normal, on a tous besoin pour vivre en communauté de s'adapter aux uns et aux autres, de trouver des compromis, voilà. La problématique, c'est quand on arrive à la suradaptation, c'est-à-dire on fait tellement d'efforts, c'est parfois complètement inconscient, hein, c'est-à-dire, Mhm. euh, comme ça vient souvent de l'enfance, on ne s'aperçoit pas qu'on fait autant d'efforts, on pense que c'est comme ça qu'on est censé faire. Ouais. Et la suradaptation, c'est de l'état dorsal. Mhm. Donc, des fois, cet état dorsal, il perdure voilà, sur des décennies. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est pas. Enfin, et dans cet état dorsal, comme il y a aussi
Bon, après, il peut y avoir, comme je disais, il y a des traumas. Tu peux carrément tomber dans ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que comme euh, la source de danger, t'as pas réussi à t'en éloigner, à un moment donné, ton corps, pour réussir à survivre, il va couper. Mhm. Mhm. Et donc, tu vas être dissocié. Tu ne vas plus ne plus vraiment habiter ton corps. Et moi, Ouais. enfin, ce que je raconte régulièrement, c'est que j'habitais entre le bas du menton et le haut de la tête, quoi. Et quand j'ai commencé à me réassocier, bah c'est là aussi où mon corps a flambé, a commencé à m'envoyer des signaux. Ça a commencé avant, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des problématiques bah oui, de maux de ventre, notamment au moment des règles. Ensuite, j'ai eu l'hypothyroïdie Ouais. qui m'a fait un petit coucou. Puis après, j'ai découvert l'endométriose. Enfin, voilà. Donc, j'ai l'impression, pour moi, je le dis comme ça, mais c'est complètement mon expérience personnelle. Ça n'a rien de scientifique. Mais j'ai vraiment l'impression que d'avoir été plus de 30 ans euh, coupée de mon corps, à un moment donné, il avait plus d'autres moyens que de me dire par des maladies que ça n'allait pas. Et Ouais. c'est certain, et ça c'est plus scientifiquement prouvé, c'est que les traumas, quand on parle de trauma, on parle, je dirais simplement, d'émotions très intenses qui n'ont pas pu être accueillies au moment où il a fallait. Soit parce Mhm. que le cerveau de l'enfant était immature, qu'il était seul, euh, soit parce que les événements font qu'à ce moment-là, tu étais impuissant face à ce qui se passe, enfin, dans un accident de voiture et tu peux pas bouger, tu es obligé d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, enfin ce genre de choses-là, Mhm. ça fait des traumas. Puis après, tu as des traumas graves aussi, voilà, les agressions, etc., qui Ouais. existent. Mais parfois, c'est des traumas, je dirais, simples. Ouais. Quand on est hypersensible, tu peux en vivre parce que tes émotions sont très grandes et que tu n'as pas forcément quelqu'un pour t'aider à les réguler. Voilà. Et les traumas marquent le corps. Voilà. Mhm. À la fois au niveau du cerveau, il y a des choses qui se passent au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe, etc. Mais aussi imprègnent le cerveau, le corps, je vais y arriver. Ouais, ouais, non, mais et en plus, je te rejoins complètement parce que c'est pareil, j'ai pas vu, j'ai pas cherché non plus d'études scientifiques vraiment sur ça, mais je l'ai vu sur moi et je le vois sur beaucoup de mes clients qui, effectivement, c'est un peu ce côté frustrant parce qu'à partir du moment où ils commencent à se connecter à leur corps, à écouter leur corps, à se dire je vais prendre soin de ma santé, je vais faire attention à ce que je mange, je vais écouter les signaux, etc., ils ont l'impression que tout leur tombe dessus et que tu vois, ils règlent un problème, il y en a un deuxième qui arrive derrière, il y en a un troisième. Et moi, je leur dis souvent, mais en fait, c'était déjà là. C'est juste que vous n'écoutiez pas, vous n'étiez pas en capacité d'écouter ou votre corps il sentait que là, vous n'étiez pas capable de survivre, entre guillemets, à ça. Et une fois que Ouais. vous regagnez un peu d'énergie, un peu de sérénité, etc., bah là, le corps, il balance tout. C'est aussi parfois, je pense, pourquoi, moi, ça m'arrivait très souvent quand j'étais plus jeune. Pourtant, j'avais une hygiène de vie quand j'étais étudiante qui était bien catastrophique, mais ça passait nickel. Et par contre, j'étais en vacances. Le lendemain des vacances, je tombais malade Ouais. systématiquement. Mais ça devenait, c'était presque devenu une blague un peu. Et en fait, je pense que c'était ça. C'est juste que j'étais déjà dans un état pas top, mais mon corps se mettait un peu en mode survie. Et le moment où je relâchais un peu les choses, bah là, je me prenais n'importe quel virus qui passait parce que bah, tout se mettait un peu en déséquilibre. Et c'est assez fou. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint complètement ce que tu dis. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'essayer de s'écouter quand il est temps, hein. On dit souvent aussi que le corps, si on l'entend pas quand il chuchote, bah, il y a un moment, il va se mettre à crier, hein. Donc, c'est Ouais. vrai qu'il faut éviter, dans le meilleur des cas, d'en arriver à ce moment-là. Mais bon, voilà, après, on fait un peu comme on peut. Et il y a encore une fois, des fois, on pense que c'est normal d'être dans cet état-là. Moi, j'ai aussi des personnes qui viennent me voir qui me disent, bah, j'ai toujours eu mal au ventre, mais je pensais que c'était normal, en fait. Et Mm. qui un jour se disent, ah, mais non, en fait, c'est pas normal et il existe des solutions et j'ai C'est pas à ça. vivre avec ça toute ma vie. Et voilà, mais bon, il faut aussi des fois tomber sur les bonnes choses au bon moment aussi pour nous y aider, quoi. Ah ben, moi, j'ai découvert que j'avais des intolérances alimentaires. J'ai presque envie de dire presque par hasard, parce qu'une amie m'a parlé de ça. Et du coup, j'ai commencé à observer comment j'étais dans mon ventre. Ouais. En fait, j'ai commencé à, à remarquer que ben,
Le soir, j'avais mal. Premier soir, deuxième soir, troisième soir, dixième soir, au bout de 3 mois. En fait, j'ai tout le temps mal au ventre. Et comme tu le décris, je suis allée voir une gastro-entérologue. Elle m'a fait une coloscopie. Mhm. Et elle Ouais. me dit, bah non, il n'y a rien. Vous avez un syndrome de l'intestin irritable, il n'y a rien à faire. Bon, ben voilà, quand tu as vécu 30 ans sans qu'on te dise qu'en fait, tu es différent, bah, tu te laisses plus avoir. Ouais. C'est fini de il n'y a rien à faire. Comment ça, il n'y a rien à faire? Non, non, c'est juste le début, madame. Ouais, c'est clair. Pour remettre un peu l'accent sur ça, de l'importance effectivement d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, et ça change la vie. Tu l'as très bien dit avec tes clients qui d'un coup se disent mais en fait ça peut être comme ça, mais c'est fou. Enfin, je me suis tellement voilà tellement adaptée sur plein de choses. Écoute Virginie, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur nos petits profils atypiques et leurs soucis de digestion. Comment, si les gens qui nous écoutent se disent, ah, mais moi, je me reconnais vraiment et j'aimerais bien justement avoir quelqu'un avec qui en parler, quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide sur tout ça. Comment ça se passe du coup pour toi? Comment une personne peut faire la démarche du coup pour travailler éventuellement avec toi? On peut les accompagner sur identifier leur atypie, bah, comme je le disais, avec le bilan de Douran. Et ça, on peut Mhm. prendre rendez-vous sur mon site web, donc akuocoaching.com, AKUO Coaching. Je remettrai les liens de toute Voilà. façon en description pour que les gens puissent retrouver. Et puis après, j'aide aussi pas mal les gens sur à la fois mieux vivre et donc dans leur quotidien faire des changements avec des petits programmes de coaching ou des programmes plus, voilà, sur 6 mois, un programme que j'appelais Révolution, qui est là Mhm. vraiment pour aider à faire des changements majeurs. En général, c'est des personnes qui cherchent à faire une reconversion professionnelle, qui veulent trouver leur place professionnellement parce qu'ils se sentent perdus et épuisés de chercher. Et voilà, là, c'est l'idée de leur donner, euh, retrouver la flamme intérieure, retrouver du sens dans leur vie et du coup mettre en place un environnement professionnel et parfois personnel qui leur correspond pleinement, quoi. Trop bien. Et ben en plus, ça me rappelle que dans le tout premier épisode de podcast que j'ai publié sur cette chaîne, je parlais de toi justement, puisque c'était le tout premier épisode parlait effectivement du lien entre l'hypersensibilité et le syndrome de l'intestin irritable. Et j'encourageais effectivement les personnes qui se reconnaissaient dans les profils atypiques. Alors là, c'était plus orienté hypersensibilité, à te contacter. Donc tu vois, c'est génial de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans l'épisode numéro 68, que tu puisses venir toi-même nous expliquer tout ça. Je suis trop contente que tu aies pu nous aider à y voir plus clair. Moi, c'est vrai que cette théorie polyvagale, quand tu me l'as expliquée, j'étais fascinée. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ça explique tellement de choses, effectivement. Et je trouve ça important que les gens puissent la connaître, l'entendre et du coup, un petit peu, peut-être au fur et à mesure de la journée, se dire, mais là, je suis dans quel état C'est ça. voilà, mieux comprendre aussi les impacts sur le corps, etc. C'est trop bien. Moi, je trouve que ça a un côté aussi déculpabilisant parce que personnellement, pendant des années, j'ai jugé mes émotions Ouais. comme négatives, hein, alors qu'elles sont là pour nous indiquer qu'est-ce qui se passe pour nous, comment on doit adapter les choses. Et de comprendre que donc, voilà, il y a bien des émotions, mais il y a aussi des états de notre système nerveux autonome qui influencent notre état d'esprit. Donc, on n'est pas juste Ouais. des grosses loques qui arrivent à rien à faire. En fait, on est peut-être en train de vivre un état dorsal parce que il y a quelque chose qui est perçu dans notre système comme étant un danger. Voilà. Et donc, Mm. une des premières étapes que je fais en coaching, notamment, c'est de faire la cartographie du système nerveux autonome pour que personnellement, tu puisses savoir exactement dans quel état tu es, à quoi ça ressemble pour toi, quand est-ce que ça se déclenche. Et puis, on va travailler aussi à comment faire pour en sortir de soi-même Mhm. c'est possible. Et il y a certains états, on a besoin de ce qu'on appelle de co-régulation, on a besoin d'aide, notamment Mhm. pour ça, on peut avoir besoin d'aide pour en sortir, que ce soit un conjoint, une conjointe, une amie, ou parfois même on a besoin de thérapie là-dessus. Et donc, Mhm. commencer très doucement à proposer de travailler là-dessus en thérapie. Je vais proposer quelques créneaux de thérapie. Trop bien. Trop Voilà. bien. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications et vraiment j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans tous les profils qu'on a décrits
ouais, de pas rester seul et de se faire accompagner. Comme tu l'as dit, ça peut vraiment changer toute une vie. Et voilà, tu vois, dès le premier épisode de podcast, je redirigeais les gens vers chez toi parce que je trouve que vraiment tu fais un super travail et tu as vraiment ce côté d'accueil, tu vois, de créer vraiment cet environnement sécurisé, je pense, pour les gens qui est super important et qui, du coup, doit aussi fortement participer à bah, tout l'accompagnement que tu fais. Donc, Merci. merci encore pour ta présence. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou un rappel ou quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent et qui potentiellement se reconnaissent dans tout ce qu'on a dit? Eh bien, vos ressentis, vos émotions sont justes. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est une très belle phrase. Faudrait l'écrire, faudrait le mettre en fond d'écran sur le téléphone. Et ben merci encore Virginie. Je remets tous les détails pour te contacter en description de cet épisode. Et puis bah, tous celles et ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous, prenez soin de votre digestion, votre atypie si vous avez un profil atypique et surtout prenez soin de votre système nerveux. Ça c'est valable à peu près pour tout le monde. C'est pour mon système nerveux. C'est ça. Toutes les personnes qui ont un système nerveux, à peu près tout le monde, prenez-en soin, c'est important. Donc Ouais. voilà. Merci encore Virginie. À très bientôt.